Puis je vais couper mon... OK, présenter. J'y vais. Donc, go. Vous devriez voir tranquillement pas vite la présentation se remettre à l'écran. Ça ne sera pas long. Masquer. Et ceci comme ça. Donc, voilà. Le plan de match, comme je vous disais, dans le fond, on revoit la révision s'il y a des numéros qui n'ont pas bien été. Après ça, 1, 5 et 8, ce sont les chapitres qu'on révise aujourd'hui. Puis après ça, le travail à jeudi. Pour jeudi. Alors, dans la révision de la dernière fois, j'ai pas pensé de la sortir. Donc, la révision de la dernière fois, quand on va dans le document virtuel ici, la révision, la dernière fois, les numéros 75, 76, 77, 79 et 80, on ne les a pas regardés. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a des numéros parmi ceux-là, maintenant que vous avez corrigé, que vous avez besoin que je refasse. Et puis là, je vous écoute. Youhou! Est-ce qu'il y en a qui ont besoin que je refasse des numéros? Non, ça va. Ça va? Si je dis 75, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit 75, j'en ai besoin? Non, si je dis 76? Ça va? 77? 79? Puis 80. Puis je regarde en même temps sur le chat si on me dit quelque chose. OK. Alors, vous êtes les pires si vous ne me le dites pas. On y va. Donc, je reviens à mon écran. Puis, je vous donne les infos carrément sur le chapitre qui s'en viennent, donc 1, 5 et 8. Puis, je vous ai préparé ça pour essayer que ce soit pas trop long parce que c'est quand même de la matière qui est très, je vais dire, disparate un peu. C'est un peu de tout. Alors, chapitre 1, la première des choses qu'on a vues, le modèle atomique. Après ça, on a vu le tableau périodique avec la famille, les périodes. Et après ça, finalement, on a vu comment dessiner un atome avec le modèle Rutherford-Bohr. Plutôt que de refaire des petites diapos sur chacune des théories atomiques, j'ai repris le tableau que je vous avais fait, qui ressemble à ça. Puis là, je vais même vous le grossir pour qu'on puisse le voir comme il faut. Donc, on a dit que normalement, on partait de Dalton dans notre cahier d'exercice, mais qu'avant ça, on avait quand même vu deux philosophes grecs, donc on avait Aristote, Démocrite, qui s'affrontaient un peu par leurs idées. Dans un cas, il y avait la continuité de la matière, donc on avait diviser pour Aristote tout le temps la matière. Puis on avait même dit, Aristote, il y avait le truc avec le A, puis là, j'ai réussi à faire fonctionner le crayon. C'était tellement de niaiserie. Donc, Aristote, on avait dans le A pour Aristote, on voyait le A, ça faisait comme un 4 pour les 4 éléments. Donc, les 4 éléments, terre, air, feu et l'eau. Alors que Démocrite, l'autre philosophe grec, lui parlait de discontinuité de la matière. Donc, à un moment donné, il y avait un stop, la matière remplissait pas tout, et on pouvait diviser jusqu'à temps qu'on arrive à une petite particule qu'il a appelée atomos, donc l'atome. Ça a pris des années pour qu'on en arrive à la théorie de Dalton. La théorie de Dalton, en fait, reprenait Démocrite. Donc, et il est allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il a dit, c'est pas très chic comme phrase, mais quand même. Les éléments identiques, ce sont des atomes identiques. Donc, par exemple, tous les atomes de carbone sont pareils les uns par rapport aux autres. Par contre, si je prends des atomes d'oxygène, les atomes d'oxygène, les uns par rapport aux autres, vont être pareils. Mais si je compare un carbone et un oxygène, bien, les deux atomes ne seront pas pareils. Dalton a aussi dit que ces atomes-là pouvaient se combiner. Par exemple, le carbone et l'oxygène pourraient se combiner pour former des nouvelles substances. Par exemple, le dioxyde de carbone, le CO2. Ça, c'est un exemple.
Un petit peu plus tard, on a eu Thomson. Thomson, il a utilisé les rayons cathodiques, si vous vous souvenez. Donc, n'oubliez pas notre petit truc de le THO en lettres majuscules, là, pour nous souvenir que de cathodique, que c'est cathodique avec un S ici, hein? Les rayons cathodiques. Donc, c'est Thomson qui les a utilisés. Avec ces rayons-là, il en est venu à 3 conclusions. Les rayons voyagent en ligne droite. Ce sont des particules qui sont très petites et négatives. Il a aussi énoncé que la masse était positive, puis qu'il y avait des petites particules positives. Si vous vous souvenez, là, c'était le modèle du muffin au raisin. Donc, toute la pâte du muffin était positive, puis les petites pépites de chocolat étaient les petits électrons négatifs répartis un peu partout dans le muffin au chocolat. Il parlait pudding au raisin, mais c'est pas super bon des puddings au raisin, donc moi, j'avais changé ça pour le muffin aux pépites de chocolat. Si je viens ici, je vous ai pris justement les tubes à rayons cathodiques. Les images sur Alloprof fonctionnaient super bien. Donc, c'est ce qu'il a utilisé pour pouvoir expliquer justement que la particule était petite, négative, que c'était pas juste de la lumière, que c'était pas de la lumière ordinaire. Comment il a fait pour le faire? Donc, il a utilisé des éléments qui étaient négatifs et positifs. Il s'est rendu compte que, oups, les rayons s'en allaient vers la plaque positive. Donc, comme ils étaient attirés par la plaque positive, il a pu dire que, oh, ces éléments-là qui voyagent sont négatifs. Après ça, il avait pris, comme moi je l'ai fait en classe, il a pris un aimant et il s'est rendu compte que, oups, en approchant un aimant, c'était dévié. Donc, il a pu dire que les rayons étaient influencés par le magnétisme et qu'en plus, c'était pas de la lumière ordinaire. C'était pas de la lumière ordinaire parce que de la lumière ordinaire, comme je vous faisais dans les airs en classe, la lumière ordinaire n'est pas influencée par les aimants comme tel. Ensuite de ça, sa troisième expérience, il a testé avec un petit moulinet. Avec le petit moulinet, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que le rayon s'en allait ici en ligne droite, puis oups, quand il frappait le petit moulinet, ça faisait tourner le moulinet. Alors, en faisant tourner le moulinet, ça permettait de dire que ce n'était pas juste de la lumière, que c'était une petite masse, et que oui, cette particule-là avait une masse puisqu'elle réussissait à faire bouger un moulinet. Et elle s'en va vers la borne positive, donc encore une fois, c'était une particule négative. Ce sont les 3 énoncés que Thomson a pu dire grâce au rayon cathodique. Je vais juste faire un petit clou parce que j'ai l'impression, voilà, accepté. Donc, Alexis Saint-Laurent, on t'a attrapé. Est-ce qu'on a attrapé Jennifer aussi? Je ne sais pas si Jennifer, on l'a attrapé. J. Non, Jennifer n'a pas réussi. OK, on a attrapé un. Donc, je reviens. Avant de continuer, est-ce que c'est beau pour tout le monde? Si vous avez de la misère, allez-y par le chat, dites-le moi. Si vous aimez mieux qu'on n'entende pas votre voix, mais dites-le moi s'il y a quelque chose qui, jusqu'à maintenant, vous voulez que je revienne dessus par rapport à ce que j'ai dit. J'ai tellement l'impression de me parler toute seule. Ça va, madame. Ah, merci, Lorenzo. J'ai l'impression d'être folle et de parler à mon ordi. Tout va bien. OK. Donc, si je me dis ça va pour Lorenzo, ça veut dire que ça va bien pour tout le monde, c'est ça? Ouais. Mm-hmm. À peu près, ouais. À peu près, oui, Simon. Le à peu près, y a-t-il une raison particulière ou c'est juste... Non, c'est juste un choix de mots. C'est bon. OK. Je vous ai mis une référence en dessous. Alloprof. Alloprof, là, ils décrivent super bien tous les... toutes ces théories-là. Donc, si vous voulez aller revoir, relire, expliquer d'une façon différente, là, Alloprof est là aussi. Fait que je vous ai mis la référence ici en bas. Fait que je suis rendue à Rutherford. Et après ça, je vais aller à bord son étudiant. Donc, Rutherford. Si vous vous souvenez, Rutherford, et quand j'écris son nom, et là, ça va être chic, je vais le ramener en haut. Quand j'écris Rutherford, si vous vous souvenez, je faisais ça comme ça. Pourquoi je faisais ça comme ça? À cause de l'or.
À cause de l'or. Pourquoi à cause de l'or? La petite feuille de papier en or. Ah, la petite feuille d'or. Et puis cette semaine, je lisais un petit peu plus. Ça aurait coûté bien moins cher s'il avait pris du nickel. Pourquoi il n'a pas pris du nickel? Ça aurait peut-être pas donné les mêmes résultats. OK, bonne réponse. Ça n'aurait pas donné les mêmes résultats, exactement. Ça n'aurait pas donné les mêmes résultats parce que s'il avait pris une feuille de nickel ne peut pas être aplatie autant qu'une feuille d'or. Donc, il n'aurait pas pu avoir une feuille assez mince pour avoir les résultats qu'on voulait avoir. Donc, pour réussir à avoir une feuille mince comme ça, il fallait utiliser de l'or. Donc, ce n'était pas un petit caprice de M. Rutherford, puis ce n'était pas parce que dans son nom, il y avait le mot or pour vous aider à vous en souvenir. C'est vraiment question de propriété de l'or. Ce qu'il a fait, je vous ai remis une image, c'est vraiment bon. OK, voilà. Donc, voici l'image. Je vous ai mis la source de l'image en dessous. On avait un boîtier en plomb à l'intérieur des particules alpha. Si vous vous souvenez, les particules alpha étaient positives. Donc, les petites particules alpha s'en venaient ici et arrivaient dans un genre de petit enclos. Il y avait la feuille d'or qui est placée ici. Et là, ce que Rutherford s'est rendu compte, c'est que la plupart des rayons s'en allaient en ligne droite. Mais il y en avait quelques-uns qui étaient déviés, et pire encore, il y en a d'autres qui revenaient, qui rebondissaient sur le chemin. Alors, non, je n'avais pas gardé. Ce qu'il a pu en déduire, c'est que, je reviens, c'est que tous ceux qui allaient en ligne droite, puis là, si vous vous souvenez, dans la classe, je vous dessinais ça comme ça, là. Ça, c'était mes atomes, puis il y avait le petit noyau positif tout petit. Je vais faire juste un plus pour dire mon petit noyau positif qui est là. La plupart des rayons s'en allaient en ligne droite, sauf quand ils tapaient, oups, sur le noyau. Et ça, c'était très, très rare. Alors, ça a permis à Rutherford de dire que l'atome était fait de vide essentiellement, donc tout autour ici, sauf le petit noyau. Les rayons qui étaient déviés, ça permettait de dire que le noyau était dense et qu'il était positif aussi, parce que ça rebondissait. Deux positifs voulaient s'éloigner l'un de l'autre. Pardon. Donc, en finale, ce que Rutherford a dit, l'atome a un noyau qui est positif et ces petits éléments-là qui sont positifs dans le noyau, il a pris la peine de les nommer en disant que c'était des protons. C'est pas un truc, c'est pas pour vous aider qui a dit proton positif, c'est un hasard. Mais moi, je m'en sers. Donc, les protons P positifs. Protons positifs. Puis mes petits électrons, pour vous souvenir, le petit E, accent aigu, électron, le petit accent jamais croche, comme ça, à plat, pour dire électron négatif. Et finalement, là, lui, les électrons s'en allaient tout le tour du noyau, tiens, pour vous étourdir un peu. Tout le tour du noyau, il tournait au hasard. Alors que Bohr est arrivé, il me semble que c'est 2 ans plus tard, et il a énoncé, il a ajouté que les électrons voyageaient sur des orbites précis. On peut dire orbite, niveau d'énergie ou encore des couches électroniques. Donc, il a mis les électrons sur des couches électroniques bien précises. Alors là, ça, c'est mon résumé des théories atomiques. Okay? Ce qui est le plus important pour vous, c'est vraiment à partir de Dalton, puis nos modèles de Rutherford-Bohr qu'on va dessiner un petit peu plus tard. Jusque-là. Question? Je vais prendre quelqu'un au hasard. Je vais pouvoir prendre ici, 31. Tiens, qui je vais prendre? Anthony Garneau. Est-ce que ça va, Anthony? Anthony est silencieux. Il est écrit sur le chat, oui, ça va. Ah, OK, parce que là, je ne peux pas faire les deux en même temps sur mon cell. Daniela, est-ce que ça va? Daniela est gênée. Oui, c'est bon. Ah, parfait. Tiens, je vais prendre une autre victime. Ma pauvre autre victime, Maë, tiens. Maë, est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien. Parfait. Bon, tout est sous contrôle.
OK. Alors, on y va, on continue ça. Tableau périodique des éléments. Vous vous souvenez de ce machin-truc-là, je vous ai dit en début d'année, pas début d'année, mais au mois d'octobre, novembre, que ça allait être la chose que vous allez plus regarder en classe. Donc, on a un gros tableau périodique ici qui classe tous les éléments. Puis vous voyez, là, j'ai pris celui, je pense, qui était sur Alloprof. Il y a encore d'autres éléments qui sont découverts par rapport à ça, mais essentiellement, celui que j'ai là, il est suffisant. Donc, je vous rappelle des choses, puisqu'on est en révision. Quand on parle de ligne verticale, comme ça. Oups, c'est me joindre toi. Quand je parle de ligne verticale comme ça, je parle de famille. Donc, ce sont mes familles qui sont des lignes verticales. Mes lignes verticales, ils ont tous les éléments dans une même ligne verticale. Donc, si je prends la ligne verticale 2, la famille 2 ici, ils ont tous le même nombre d'électrons de valence. Donc, les électrons sur la dernière couche. Donc, ici, eux vont avoir 2 électrons de valence. Ici, ceux-là, famille 1, vont avoir 1 électron de valence. Famille 3, mon chiffre romain, 3 électrons de valence. Je vous rappelle, les métaux de transition ici, on ne leur touche pas. Ici, famille 4, quel électron de valence? 5, 6, 7 et finalement 8 électrons de valence. Pour la famille 8. Il y avait un attrape. Là, je vais regarder le chat en même temps. Il y a une exception qui ne répond pas à cette règle-là. L'hélium. L'hélium? Pourquoi l'hélium? Parce que cette année que c'est dans la première période, il y a juste 2 atomes de valence, 2 électrons de valence. OK, parfait. Qui me parlait? Simon. C'est Simon qui ne pas sur ça. OK, merci Simon. Donc, famille ici 8, les gaz rares, nobles, stables, inertes. Il faut faire attention. Ils ont tous 8 électrons de valence, sauf l'hélium qui en a seulement 2. Il est dans la première période. Il y a 2, avec son petit numéro atomique, 2 électrons de valence. Ce qu'il faudrait dire, en fait, c'est que ma famille 8, sa dernière couche d'électrons, elle est saturée, remplie. Et là, il y en a souvent dans l'examen qui levaient la main et qui disaient « Annie, saturé, ça veut dire quoi donc? » Je vous le dis encore, saturé, ça veut dire rempli, plein, plein, plein d'électrons, au max. Et là, je vais prendre le premier appel. Le premier appel, qui peut me dire comment s'appelle la première famille? Alcalin. Alcalin. Est-ce que c'est Maïs? Non, c'est Catherine. Ah, excuse-moi, Catherine. J'essaie d'aller avec les voix. C'est pas facile. Donc, excellent, Catherine. La famille 1, c'est la famille des alcalins. Si vous vous souvenez, je vous disais le truc. Première lettre de l'alphabet, première famille, alcalin. Qui m'aide pour la deuxième famille? C'est les alcalino-terreux. Excellent, Amy. Alcalino-terreux. Parfait. La troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième famille, on n'apprend pas les noms. Et la famille 8, tout à l'heure, je vous l'avais dit, gaz rare, noble, stable, inerte. Fait que pour nos familles, c'est fait. Les lignes horizontales, comme ça. Comment s'appellent les lignes à l'horizontale, les lignes couchées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de ça? Personne? Ah, merci Léa sur le chat. Océane aussi, génial. Donc, les périodes. Donc, les lignes couchées comme ça, ce sont les périodes. Maintenant, tiens, Océane, tu viens de me répondre des périodes sur le chat. Es-tu capable de me dire ce petit 2-là, mettons, pour le lithium, le 2 là, de la période, qu'est-ce qui permet de me dire? Est-ce que tu es capable de me dire ça, soit sur le chat ou avec ton micro? Est-ce que tu t'en souviens, Océane? Les nombres de couches, là. Oui, excellent. Le nombre de couches électroniques. Donc, quand je les dessinais, là, on va en dessiner un peu plus tard, là, ça me donnait le nombre de couches électroniques. Alors, on rappelle, c'est génial, Océane. Ici, mon numéro de famille me donne le nombre d'électrons de valence.
Et quand je parle de la période, ça me donne le nombre de couches. Regardez, ici, lui, il y a 3 couches. Lui, ici, il y en a 2. Et lui, ici, il y en a 1 couche électronique. Il faudrait que je dessine le rond au complet, mais ça serait trop dans mon petit dessin. Fait que pour le tableau périodique, ça pourrait ressembler à ça, ce que j'ai à vous dire. Je vous rappelle que vous avez toujours votre symbole ici, le H pour l'hydrogène, le lithium, le beryllium. Vous allez toujours avoir le nom qui va être écrit dans votre tableau périodique. Vous avez le numéro ici, le numéro atomique. Le numéro atomique permettait de dire combien de protons il y avait et combien de protons et, excusez, je dis une niaiserie, électrons. Rappelez-vous, le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons dans un atome neutre, parce que j'ai autant de plus que de moins. Alors, si je prends l'exemple de l'hydrogène, 1 proton, 1 électron. Si je prends l'exemple du silicium ici, j'amène mon crayon pour que vous le voyez, le silicium, 14 protons positifs, 14 électrons négatifs. Ensuite de ça, ça m'amène, je vais enlever mon barbouillage, ça m'amène à ceci. Et là, vous dites peut-être qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je veux aller représenter des atomes avec 2 modèles, donc avec un modèle, donc je vous ai mis 2 atomes différents, le calcium et l'hydrogène. Je peux commencer par aller chercher sur mon tableau périodique mon calcium. Et là, je cherche. Mon calcium, il est ici. C'est mon numéro 20. Et là, je vais le faire comme je le faisais doucement en classe. C'est mon numéro 20. Ça veut dire qu'il aura 20 protons positifs dans son noyau, 20 électrons négatifs. Je vais venir me l'écrire. 20 protons positifs dans son noyau. Puis mon jaune, là, c'est mon noyau. Puis, il ne faut pas que j'oublie de mettre 20 électrons sur les couches électroniques autour. Combien d'électrons, comment ça se place? Je viens regarder, comme Océane me disait tout à l'heure, mes périodes. Je vais avoir besoin de 4 couches électroniques. Alors, si je reviens et j'ai besoin de 4 couches électroniques, 4 niveaux d'énergie, bien là, vous regardez, ça allait bien, je les avais mis là pour être capable de les déplacer. Ça va aller mieux avec la souris. Donc, j'en ai besoin de 4. Je suis rendue à 2. Je suis rendue à 3. Oups. Et je suis rendue à 4. J'ai 4 niveaux d'énergie, 4 couches électroniques. Maintenant, si je retourne sur mon tableau périodique, ça me dit le calcium qu'il est dans la famille 2, la famille des alcalino-terreux. Ça veut donc dire que sur la dernière couche d'électrons, sur la 4e couche, il aura 2 électrons de valence. Alors, si je viens les dessiner, sur la dernière couche, 1, 2. Et si vous vous rappelez, là, ça ressemblait au pas de danse, en haut, en bas, à gauche, à droite, puis après ça, je continuais si nécessaire. Mais ici, j'en ai juste 2, donc en haut, en bas, et j'arrête là. Ensuite de ça, il fallait que je me souvienne combien j'en mettais sur chaque couche. Le truc, c'était de revenir sur mon tableau périodique. Sur la couche 1 ici, donc sur la couche 1, j'ai 1 place, j'ai 2 places. Alors, sur la première couche, 1, 2. Sur la deuxième couche maintenant, et je vous rappelle que ça, je peux le faire comme ça parce que les couches, attendez un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? Les couches à l'intérieur, avant la dernière couche, avant la couche de valence, les couches à l'intérieur sont remplies. Donc, s'il y a des électrons sur la 4e couche, ça veut dire que la première, 2e et 3e sont pleines. Si je m'en vais sur la 2e, il y en a qui se rappelleront que le chiffre magique, lorsque c'est plein, c'est 8. Mais si je ne m'en souviens pas, je viens ici à côté de mon 2, il y a combien de places? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 places. Donc, si c'est plein, il y a 8 places. Puis sur la 3e, ce sera la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Alors, je reviens. 8 en haut, en bas, il faut que je suive comme il faut, à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite. Puis la 3e, en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et voilà.
Est-ce que c'était loin dans votre mémoire? Non, ça va. Personnellement, non. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui accroche jusque-là sur ce petit bout-là? Pour quelqu'un? Ça a l'air beau. Sur le chat, je vois rien non plus. Ou les neutrons. OK. Simon Olivier. Et là, je vais parler surtout pour les STE. Les STE, j'en ai parlé un tout petit peu. Les électrons, là, les électrons, on vient de les voir. Les neutrons. Les neutrons sont dans le noyau. C'est comme une colle qui empêchait le noyau d'éclater parce que si j'ai 20 protons positifs dans mon noyau et qu'ils veulent sont tous positifs tout ensemble, ils vont vouloir s'éloigner les uns des autres et ça ferait éclater le noyau. Il y avait donc les neutrons qui permettaient de garder ça ensemble. OK? Mais ça, c'est une notion STE. OK? Alors, ici, si je voulais le savoir combien il y a de neutrons, il faudrait que je fasse le petit calcul avec le nombre de masses. Je viens vous le redire, là, ça va être surtout pour les STE. Les STE, c'est pas grave si vous entendez ça. C'est pas grave. Donc, la masse est de 40 pour le calcium. Donc, 40 moins 20, Simon Olivier, 40 moins 20, ça va me donner 20. Si j'étais dans mon cours STE, je viendrais mettre 20 neutrons dans mon noyau. Mais en ST, on n'en a pas besoin. C'est-tu beau, Simon Olivier? Parfait. Puis j'ai Léa qui m'a aussi écrit pourquoi il y a juste 2 électrons sur la première couche. Donc, Léa, si je reviens ici, pour ma première période, la première couche, quand je reviens à côté de mon 1 ici, il y a juste 2 éléments, il y a juste 2 atomes qui sont placés là. 1, 2. Donc, il y a seulement 2 endroits pour mettre des électrons. C'est la raison pour laquelle, sur la première couche, la première période ici, il y a seulement 2 électrons qu'on vient dessiner ici sur la première couche, près du noyau. Est-ce que c'est plus clair, Léa? Parfait. D'autres questions, quelqu'un? OK. Ça n'a pas l'air de sortir. Représenter l'hydrogène maintenant. Si je prends l'hydrogène, je vais enlever tout mon barbouillage. Mon hydrogène est ici. Tantôt, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous rappelle que l'hydrogène était une exception, encore une fois. Une exception, il ne fait pas partie de la famille des alcalins. Donc, rappelez-vous, là, les alcalins, si je les mettais dans l'eau, ils réagissaient fortement, ce qui n'est pas le cas de l'hydrogène, puis il n'est pas solide non plus. OK, je viens de dessiner l'hydrogène. Puis là, je viens de penser que je ne vous ai pas parlé des familles. Je vais vous en reparler vite, vite tantôt. Donc, l'hydrogène, son numéro atomique, c'est 1. Ça veut donc dire qu'il aura un proton et un électron. Je m'en viens ici. Il y a un proton. Donc, il y a un proton. Je vais venir écrire mon petit 1 dans mon noyau. Donc, j'ai mon crayon. Un proton positif dans mon noyau. Et autour, je vais mettre combien de couches? Comme il est sur la première période ici, je vais venir mettre seulement un nano, une couche électronique. Donc, je vais venir la prendre. Je vous l'amène là. Et il y a seulement un électron. Donc, pas compliqué. Je me mets un électron. Est-ce que je pouvais le mettre là, là, là? Oui, pas de problème. J'aurais pu le mettre n'importe où autour. Donc, voilà pour la représentation des atomes sur le modèle Rutherford-Bohr. En fait, je vous ai fait celui au maximum qu'on pouvait faire, ça veut dire le numéro 20, on ne va pas plus loin que ça, et le minimum, donc l'hydrogène. Entre ça, ben, ça se ressemble toujours, c'est pas mal toujours la même chose, on a fait beaucoup en classe. Tantôt, j'ai oublié de vous parler des propriétés, pas des périodes, mais des familles. Les alcalins, si vous vous souvenez, ils réagissaient très, très, très fortement dans l'eau. Donc, ils faisaient des flammes même quand on était rendu au potassium. C'était une des caractéristiques des alcalins. Les alcalino-terreux, on les retrouvait dans la terre sous forme de composés, sous forme de roches. On les avait en classe, on les mettait dans l'eau, ils réagissaient moins fortement un petit peu. Okay. Famille 7, les halogènes, c'est vrai, tantôt on a oublié de les nommer. Les halogènes, famille 7, ce sont des bons désinfectants qu'on va utiliser bientôt dans les piscines. Il y en a le chlore dans l'eau de Javel qu'on utilise beaucoup ces temps-ci. Et ma famille 8, les gaz inertes rares stables, donc ils ne réagissent pas avec personne. C'est la raison pour laquelle on les appelait comme ça. J'avais oublié de vous dire ça tantôt.
Avec ça, on aurait fini notre chapitre 1. Je m'en vais au chapitre 5. Là, j'ai essayé de vous dessiner les choses pour que ça aille plus rapidement parce que je me suis dit que si je repartais avec toute la théorie, ça devenait un petit peu fou. Je ne voulais pas refaire 1h15. Alors, quand on fait la statique, il y a 3 phénomènes qu'on a vus. Le phénomène de frottement, de conduction et d'induction. On vous pose davantage de questions habituellement sur le frottement. Je vais insister un petit peu plus, mais je vais revoir quand même un peu conduction et induction. Je vais revoir les aimants. Généralement, ça allait bien. C'est des choses qu'on vient de voir, là, qu'on a vu il y a 1 mois et demi, là, juste avant de partir. Et le fil droit, c'est vraiment dans les derniers cours, juste avant qu'on parte de façon très rapide de l'école. Alors, quand on faisait la statique et qu'on regardait le frottement, ce qui se passait, je vous disais que ça prenait un genre de petit tableau comme celui-là pour être capable de savoir qu'est-ce qui devenait positif, qu'est-ce qui devenait négatif. Donc ici, pour ce tableau-là, ce qui se retrouve en haut devient positif et ce qui se retrouve en bas devient négatif. Si je suis en bas, ça veut dire que j'ai attiré les électrons. Ça veut dire que j'aime les électrons parce que je deviens négatif, puis les électrons sont négatifs. Alors que les substances qui sont plus vers le haut ont tendance à donner les électrons. C'est la raison, comme ils donnent les électrons, ils laissent partir des électrons négatifs, c'est la raison pour laquelle ils deviennent positifs. Donc, perd des électrons positifs, gagne des électrons négatifs. Je réécris le truc que j'avais fait en classe, perd positif, donc les 2 P ensemble, et puis gagne, l'autre truc que je vous faisais faire, gagne, on disait négatif, donc les 2 G ensemble ici. Bon, alors le frottement. J'ai pris un beau petit chien. Donc, il y a un beau petit chien sur Internet. Ce chien-là, en fait, ce qu'il a sur lui, c'est de la fourrure. Et j'ai décidé, parce que ça me tentait de faire un mauvais coup, de le cacher dans une couverture de polar. Du polar, c'est du polyester. Et puis là, le chien s'est débattu, et il s'est passé ce qui devait se passer. On s'est retrouvé avec ça. Donc, super chien. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, la fourrure, ici, elle est plus dans le haut, elle a donné ses électrons. Donc, la fourrure, les poils sont donc devenus, les petits poils sont devenus positifs, et la couverture, que là, j'ai pu, si je la dessine ici, avec mes grands talents, vous savez, si je dessine la couverture ici, la couverture, elle, qui est en polyester, est plus dans le bas de l'échelle, donc la couverture, elle a gagné des électrons, elle est devenue négative. Est-ce que c'est clair pour ce petit bout-là? Ça remonte à pas si longtemps que ça. Il y en a qui ont besoin de d'autres exemples. Là, j'ai un ça va. Non, ça va. OK. Donc, j'ai 3-4 noms qui sortent. Il faut vraiment, là, si ça ne marche pas, que vous me le disiez. Si vous ne me le dites pas, là, vous êtes vraiment les pires, je suis là pour ça. Je suis là juste pour vous autres. Parfait. Donc, ça a l'air beau. J'ai 5, 6, ça va. Parfait. Conduction et induction. Je vais enlever toute mon écriture qui est là pour que ce soit plus aéré, puis même que on va faire planer le chien. Oups. On va enlever ça, on va enlever ça. On va se faire de la place un peu. OK. Donc, si je veux faire de la place, on y va pour barbouiller. Bon. La conduction, ce qui était important, c'est qu'il y avait un objet qui était neutre et un objet qui était chargé au départ. Et qui dit conduction dit qu'il y a contact entre ces 2 substances-là, ces 2 corps-là. Alors ici, dans ceux que je vous ai dessinés, si je regarde cette bille-là, j'ai autant de plus que de moins. Celle-là, elle est donc neutre.
Celle-ci à côté, j'ai fait exprès, là, je vous ai vraiment fait des grosses différences de charge. Celle-ci, il y a beaucoup plus de positifs, de protons que de neutrons. Alors, quand je les approche l'une de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Celle-là est positive, donc comme elle est positive, elle a tendance à attirer les électrons qui vont vouloir s'en aller de l'autre côté. Là, il aurait fallu que j'en dessine des millions, mais vous n'auriez pas aimé que je vous en dessine des millions. Donc, j'ai décidé que j'en faisais traverser deux. Alors, rendu ici, de l'autre côté, ces deux électrons-là, puis là, il va falloir que je dégroupe. OK. Si je viens dans cette bille-là, j'ai deux négatifs qui vont être partis et qui vont avoir traversé, puis là, je vais les mettre en bleu, ils vont avoir traversé de l'autre côté, ils vont avoir traversé dans l'autre bille, dans l'autre corps, souvent, comme on dit. Alors, quand je regarde ici, celle que j'avais au début qui était neutre, qui était elle est rendue positive parce qu'elle a davantage de protons. Et la deuxième, qui était positive au début, elle est encore positive. Donc, lorsqu'il y a conduction, qu'il y a contact entre un objet neutre et un objet chargé, à la fin, je me retrouve avec deux objets qui sont de même signe, mais moins prononcé, si on veut, moins fort. Donc ça, ici, c'est moins positif que ça l'était tantôt parce que ça a été réparti dans les deux. Alors, je me retrouve avec deux positifs. Si j'avais eu un négatif ici, ben, je me serais retrouvée avec deux négatifs à la fin. Finalement, l'induction. Ben, l'induction, moi, c'est celui que je trouve le plus simple. L'induction, comme il n'y a pas de contact, comme il ne se touche pas les deux corps, mais ça fait ce qu'on appelle une charge partielle. Alors, les mots-clés ici, on a un objet neutre qui est approché seulement par un objet chargé. Je vous ai pris le même exemple. Donc ici, j'ai mon objet, je vais revenir au noir, j'ai un objet qui est neutre. J'ai un objet positif ici. Je les approche l'un de l'autre et à la fin, je ne me retrouverai plus avec la même affaire. Ce avec quoi je vais me retrouver. J'aurais pas dû le faire ici. Ce avec quoi je vais me retrouver à la fin. Je vais juste faire ça. Ça. J'aurais dû l'avoir fait comme ça. Ah. Désolée, vous avez une pause intellectuelle de 3 secondes. OK. Donc, à la fin, dans l'objet qui était neutre, ce qui va se passer, comme celle-là est positive, les petits moins, les petits électrons vont être très intéressés à venir se coller sur la sphère positive ici. Puis les plus, eux, vont vouloir se pousser le plus loin possible. Alors, c'est ce qu'on appelle une charge partielle. D'un côté, les électrons négatifs sont attirés par ce qui était positif et de l'autre côté, ben, les positifs, eux, ils veulent s'en aller le plus loin possible, donc ils s'en vont de l'autre côté. Ça, c'est l'induction lorsqu'il n'y a pas de contact. Juste avant, dans le fond, qu'on les colle ensemble, puis là, il pourrait y avoir des échanges. Fait que ça vient résumer la statique qu'on a vue. Question là-dessus, où ça va? Je vous regarde autant sur le chat que sur la parole. Dans le fond, dans l'induction, on vient juste genre séparer le positif puis le négatif. C'est en plein ça, Lorenzo. Donc, on vient regarder si lui ici, il est positif, ben, ce qui va s'en venir en face, c'est le négatif, puis le positif va s'en aller de l'autre côté. D'accord. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se manifeste? Ça a l'air beau.
Ça va? Parfait. OK, fait que ça a l'air beau. OK. Là, il va me rester aimant et fil droit. Aimant, normalement, vous aimiez ça. Les aimants. Je vous rappelle que le côté qui est dessiné en noir, c'est le nord, et l'autre côté, c'est le sud. Je vous rappelle que le truc que je vous donnais pour les lignes de champ magnétique, elles partent du nord pour s'en aller vers le sud. Alors, on part du nord pour s'en aller vers le sud, comme nous, on fait l'hiver. Et je pourrais en dessiner des milliers, j'en dessinerai pas des milliers. Donc, ça part du nord pour s'en aller vers le sud. Alors, si je mettais une petite boussole ici, la boussole pointerait comme ça, en direction du champ magnétique. Si je mettais une boussole comme ça ici, elle pointerait comme ça ici. C'est normal, un nord est attiré par le sud, le nord est attiré par le sud. Si je mettais une boussole comme ça ici, ben, si je suis à la ligne de champ magnétique, pardon, la pointe noire serait ici. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien un sud qui est attiré par un nord? Oui. Ça permettait aussi d'expliquer, je vais venir vous en dessiner une autre, je vais la dessiner à la main. Si j'ai un deuxième aimant ici, c'est un beau carré, hein? Dites-vous ça, un beau rectangle. Si j'ai le sud ici de mon aimant et le nord de ce côté-ci, deux suds, est-ce que ça s'attire ou ça se repousse? On disait toujours, ben, deux pareils se repoussent. Et là, on pouvait venir l'expliquer en dessinant nos lignes de champ magnétique. Ça part du nord pour s'en aller vers le sud. Ça part du nord pour s'en aller vers le sud. Alors, chacun des deux aimants veut s'en aller chacun de son côté. C'est la raison pour laquelle ça se repousse quand je mets deux pôles identiques en face. Si je fais le dessin contraire, ça ici, comme ça, je mets le nord ici en face. Les lignes partent du nord pour s'en aller vers le sud. Comme ça ici, ça part du nord pour s'en aller vers le sud. Alors ici, les lignes partent du nord pour s'en aller vers le sud, puis ça rentre dans le sud ici. Alors c'est la raison pour laquelle les deux aimants, lorsqu'on a deux pôles contraires, vont s'attirer l'une par rapport à l'autre. Quand j'avais un aimant en U comme ça, c'était la même chose. Donc les lignes de champ sortent du nord. Puis là, je prends en dessiner beaucoup, hein, vous le savez. Du nord pour s'en aller, entrer vers le sud. Donc, si je mettais une boussole comme ça, ça part du nord pour s'en aller vers le sud. Donc, mon nord est attiré, et comme il n'y a rien ici, c'est le sud, le nord est attiré par le sud. Si je mettais une boussole ici, ben, la partie noire serait ici pour suivre les lignes de champ magnétique, et c'est normal, un nord est attiré par un sud. Donc, rappelez-vous qu'une boussole, c'est comme un petit micro-aimant un petit mini-aimant qui est en suspension dans un liquide. Voilà. Et pour les aimants, c'était pas beaucoup plus compliqué que ça. Finalement, ce qui reste, c'est le fil droit. Et là, c'est vraiment difficile de vous le faire et dans les airs comme ça, sans le voir, sans pouvoir vous faire des signes, puis tout ça. Donc, je vous ai mis l'image, puis on va faire de notre mieux, puis au pire, je vais redessiner à côté, on va voir. Donc, rappelez-vous, première règle, on prend la main droite. C'est la règle du fil droit, donc on prend la main droite. Si vous prenez la main gauche, ça ne fonctionnera pas. Votre pouce, il représente le moins. Okay? Donc, on met toujours le pouce en direction du moins. Ce qui fait que la base de la main, si on veut, va être le plus. Ça va nous donner le sens conventionnel du courant, donc le plus vers le moins. Vous le voyez, il est dessiné là. Et finalement, comment vos doigts s'enroulent
Ici, là, on voit les doigts qui s'enroulent comme ça. Ça donne le champ magnétique, comment il va tourner autour. Rappelez-vous, la ligne de champ magnétique, en fait, c'est pas une ligne, c'est un cercle qui va se former tout autour du fil. Et là, si je plaçais mes aimants autour, comme on faisait en classe, bien, mes aimants suivraient les lignes de champ magnétique. Donc, celle-ci serait comme ça. Celle qui serait de ce côté-ci, elle suivrait le champ comme ça. En arrière, bien, ça continuerait. Là, c'est vraiment pas facile de vous les dessiner. Vous les avez à plat ici, donc même chose pour montrer comme les doigts qui s'enroulent. Et là, je vous le dis, je trouve vraiment pas ça facile de vous le montrer juste avec un dessin comme ça. Est-ce que ça va pour cette partie-là et pour les aimants, ou bien pour une prochaine fois, je vous trouve des vidéos puis je vous les mets en plus? Non, ça va. Correct. Mais c'est contradictoire, Lorenzo. Non, ça va. Ouais, ben non, vous n'avez pas besoin de trouver des vidéos. C'est correct. Léa, c'est correct aussi. Parfait. Mais si vous vous rendez compte, là, de toute façon, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, écrivez-moi là au courriel. Annie, telle chose, ça ne marche pas. Puis, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous me dites la prochaine fois, je reviens. Amy, c'est pris en note ce que tu m'as dit. Parfait. Et on a presque fini. C'est fou. Ça a été moins pire que je pensais. C'est pour ça que j'avais préparé. J'avais vraiment peur que ça dure beaucoup plus longtemps que ça. Ce qui nous reste, c'est le cycle du carbone. Bon, cycle du carbone. C'est la seule notion qui, dans le chapitre 8, est conservée pour l'évaluation de fin d'année normalement. Okay? Quand on le regarde comme ça, si vous vous souvenez, là, ça faisait vraiment beaucoup de flèches, ça faisait beaucoup de choses. Je vais vous le partir de la même façon. Je vais le réexpliquer en synthétisé par rapport à ce qu'on faisait en classe, mais s'il y a quelque chose, vous m'arrêtez comme d'habitude. Donc, j'ai le CO2 ici, le dioxyde de carbone. CO2, le méthane, sa formule CH4. Puis là, j'ai l'habitude de vous faire des petits nuages comme ça pour que vous vous souveniez que c'est gazeux. On dit que c'est le cycle du carbone parce que dans les deux substances qu'on a là, on a notre carbone qui s'y retrouve. Et là, rappelez-vous, c'est un cycle bio-géochimique. Ça veut dire qu'on le retrouve dans tout ce qui est vivant, pour le bio, géo dans la Terre, et chimique, donc sous forme de molécules. OK. À partir de là, on se rend compte que le carbone dont on a besoin, nous, pour vivre et tous les êtres vivants, il y a seulement deux façons pour le carbone d'entrer dans les vivants. Je vais vous les mettre en bleu. C'est la photosynthèse qu'on a revu la dernière fois ce que c'était. Donc, mes plantes qui vont utiliser le CO2 pour le stocker dans leurs feuilles sous forme de sucre. Et il va y avoir l'autre façon de faire, c'est-à-dire le CO2 va se dissoudre dans l'eau et les coquilles, les squelettes des animaux marins vont être faits en fonction. J'ai mal fait la phrase. Donc, les squelettes, les coquilles vont être faits à partir de carbonate de calcium, donc une molécule qui contient du carbone. Donc, le carbone va être stocké dans les coquilles et les squelettes. Et il ne faut pas oublier que, et là, je vais vous faire un beau petit dessin, dans l'eau, il y a aussi nos super algues qui sont là, qui font, elles aussi, de la photosynthèse. OK? Donc, nos algues font de la photosynthèse. Ce sont les deux façons, donc, que le carbone va partir de l'air sous forme de dioxyde de carbone et se retrouver dans les vivants, soit dans les feuilles, le feuillage des plantes ou des algues, ou encore dans les coquilles et squelettes des animaux marins. Et là, les autres flèches que je n'ai pas fait en bleu foncé, c'est des façons qu'après ça, le carbone va être retourné dans l'atmosphère. Le carbone va être retourné dans l'atmosphère grâce, première chose, à la, je vais y aller en ordre dans les autres, pas grave, respiration. Puis je vais vous les faire de couleur pour les faire à mesure. Donc, la respiration. Donc, quand on respire, on doit
et c'est la même chose pour les animaux, rejeter nos déchets, entre autres le CO2, qui est un de nos déchets. Le CO2 va donc être rejeté. Quand il y a des feux de forêt, il ne faut pas oublier que dans le bois, il y a du carbone. Alors, si le bois brûle, le carbone va retourner dans l'atmosphère sous forme de CO2. Ensuite de ça, on meurt, les plantes meurent. Donc, comme dans notre corps ici et dans les feuilles, peu importe, il y a du carbone. Il va être retourné dans l'atmosphère sous deux formes, le CO2 et le méthane qu'on va revoir, entre autres, avec le dégel du pergélisol. Et il y a l'éruption volcanique qui va permettre à du carbone qui était prisonnier d'être libéré sous forme de CO2. Et ici, les roches carbonatées, c'est-à-dire, si vous vous rappelez de vos notions de secondaire 3, nos éléments ici qui sont morts vont s'empiler sous forme de sédiments et ça va être transformé sous forme de roches. Il y a entre autres le calcaire qui contient beaucoup de carbone. Et ça va permettre aussi, avec beaucoup d'années, de se transformer en combustible fossile. J'ai cette petite partie-là ici. Donc, par l'alimentation, on va aller chercher le carbone ici dont nous, on a besoin. On va aller chercher dans l'alimentation. Donc, dans notre alimentation. Voilà. Donc, rapidement, quand on regarde ça, ça donne les différents éléments du cycle du carbone qu'on vient de voir. Je fais juste une petite mini-vérification si j'ai oublié de vous dire un mot en même temps. Quand je m'en vais ici. On va prendre une seconde, pause intellectuelle. C'est bon, c'était consommation. Dans le fond, je ne vous ai juste pas dit le mot précis, c'est la consommation ici, du fait qu'on, je vous ai dit alimentation plutôt que combustion. Fait que voilà celui qui me manquait, qui m'inquiétait un petit peu. Et ça, c'est le cycle du carbone, c'est-à-dire comment le carbone peut circuler à travers l'atmosphère, à travers la biosphère, la lithosphère, l'hydrosphère, et donc circuler comme ça à travers les différentes sphères. Et que ça nous donne un résumé de notre chapitre 1, 5 et 8. Si je reviens ici avec vous autres, arrêtez la présentation. Puis là, je vais venir faire mes print screen. Là, probablement que vous ne me voyez pas. Si je me remets ici, comme ça. Donc, coucou, et je suis de retour. Avec ça, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, est-ce que ça va? Est-ce que c'est plus clair? Je suis en train de faire les print screens des présences, donc inquiétez-vous pas. Okay. Ah, Josiane, t'es revenue. OK. Josiane est Fait que là, avec ça, vous auriez normalement, si on revient à notre plan de tout à l'heure, vous avez eu la matière qui est revenue pour les chapitres 1, 5 et 8. On a refait un tour de tout ça. C'est possible d'aller le revoir sur YouTube. Je vais le mettre en ligne. Des fois, c'est un peu plus difficile parce que c'est des longues présentations, mais je devrais réussir à vous l'envoyer comme il faut encore sous forme de lien YouTube. Puis là, ça me permettrait de venir vous remontrer. J'ai oublié avant de me remettre en écran. Donc, je pourrais venir vous remontrer maintenant la deuxième, pas la deuxième partie, mais la partie de révision par rapport à ce que vous avez à faire. Donc, la partie de révision sur les chapitres 1, 5 et 8, je pense que ça va être plus simple si je vous les remets carrément à l'écran. Je vous refais ça. Intégralité. Et je m'en viens partager. Donc, ça va vous permettre de revoir ce qu'on a à faire, ce que vous avez à faire. Bref, ce que je vais corriger avec vous autres jeudi, vous aider. Donc, ce serait les numéros 17 à 24, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 63, 64,
71 à 74, 78 et 81. Ça, c'est vraiment dans votre document de révision. Fait qu'en même temps, ça répond à Léa. Donc, c'est dans le petit document de révision que je vous ai envoyé par courriel là, en PDF. Donc, c'est dans ce document-là que ces numéros-là se retrouvent. Fait que ça veut dire que jeudi, je regarde ça avec vous autres, les numéros qui ne fonctionnent pas. Au pire, on pourra faire comme la dernière fois, les faire un par un, surtout sur le développement pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Il y a zéro problème avec ça. Puis ensuite, la semaine prochaine, on reverra chapitre 6 et 7. Donc, c'est quand même loin. Simon Olivier commence à en faire. Donc, Simon Olivier qui m'écrit, il faut vraiment tout faire ça. Commence à en faire. Regarde comment ça va. Puis, à la limite, si tu en fais entre le jeudi puis le dimanche, ensuite, moi, j'ai pas de problème. Là. Donc, moi, jeudi, je vous revois. Et dans le fond, on a pour une semaine avec ça. OK? Moi, je vous revois jeudi et je réponds à vos questions par rapport à ce numéro-là. Puis, si vous en faites entre jeudi puis dimanche, puis qu'il y a un autre numéro qui ne fonctionne pas le dimanche ou l'autre journée qu'on se reverra, je vous ferai des explications par rapport à ce qui marche pas, puis tout ça. Là. Est-ce que c'est plus clair un peu ou c'est étrange ce que je viens de vous dire? Non, ça fait du sens. Ça fait du sens. Ouais. Parfait. Donc, pas obligé de tout vous lancer pour tout le faire d'ici jeudi. Tant que, dans le fond, vous en faites un petit peu, parce que moi, ce que je veux, c'est pouvoir vous aider puis pouvoir répondre à vos questions. Fait que sinon, c'est sûr que moi, je peux bien tout le faire à l'écran, mais ce que je veux vraiment, c'est que vous autres, vous soyez bien puis que vous soyez sûrs que tout va bien. Là, si moi, je l'ai fait tout, c'est sûr que ça a l'air plus facile. Fait que ça donnerait un peu, ça ferait le tour de ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Puis, dans le fond, on se reverrait jeudi à 14h pour finaliser, pas pour finaliser, pour revenir sur la matière d'aujourd'hui avec les exercices comme tels qui sont dans le cahier de révision. Est-ce que ça vous va? Ouais. 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 Fait que je vous envoie encore une fois l'invitation par courriel. Puis, vous allez pouvoir vous joindre à nous autres comme ça. Puis là, j'ai vu qu'il y a Jennifer qui ne s'est jamais jointe. Fait que je vais essayer de voir avec Jennifer qu'est-ce qui se passe. Pour l'autre élève, ça a marché. Donc, je vois avec Jennifer qu'est-ce qui s'est passé. Puis, j'organise ça. Fait qu'on se dit à jeudi. Ouais. C'est bon. À jeudi, madame. À jeudi, soyez sages. À jeudi, bonne journée. Bonne journée, madame. Bye bye, bonne journée. Bye.